première table ronde de ce colloque, je vous présente les intervenants. Donc nous avons à ma droite, tout au fond de la table, Gérard Klein, puis, il est bien là, Laurent Kessy, ensuite Elisabeth von Harburg, Sylvie Bérard et donc Xavier Montméjean. Donc le sujet de cette table ronde est donc la science-fiction, une création populaire qui réinvente ses propres supports. Donc il y a plusieurs en fait questions dans cette thématique. La notion sans doute de création populaire, ou qu'est une création populaire, et peut-être en rapport plutôt avec justement cette question de réinventer ces nouveaux supports, donc lié directement en fait la science-fiction peut-être aux nouvelles technologies ou à différents supports comme les jeux vidéo, comme tu disais aussi Xavier, peut-être les podcasts, les web-séries ou la narration numérique. Donc je ne sais pas, peut-être pourriez-vous rebondir sur ces différentes questions. Mais si, vous rebondissez. Oui, bon, j'ai bien compris, je suis le dernier recours. Et en plus, je suis plus mal placé, je pense, pour parler de ce sujet, parce qu'au fond, en dehors de la science-fiction, sous forme de livres, sous forme de bande dessinée, sous forme de télévision, sous forme de film, éventuellement sous forme de disque, je ne sais rien. Et les jeux multi-game players, alors honnêtement, je veux dire, je connais pas. Enfin, les jeux en général, je pense moins que la science-fiction, comment c'est formulé, elle réinventerait ses propres supports, elle s'approprie les différents supports qui existent, enfin qui lui sont en quelque sorte proposés. Mais alors elle se l'approprie d'une façon peut-être un peu impérialiste, parce qu'elle finit par les transformer, par les déformer. Je pense, simple association d'idées, par exemple, à ce qui est probablement la plus vieille série télévisée de science-fiction, la série télévisée britannique Doctor Who, qui est quelque chose de complètement dément, et qui a complètement bousculé les cadres habituels du feuilleton télévisé. On s'est pris l'habitude avec Doctor Who d'avoir le personnage principal qui change brusquement d'allure parce qu'on a remplacé un acteur par un autre, et ça devient tout à fait normal. Enfin, la justification est immédiate, on passe à autre chose, enfin voilà. Bon, donc je ne vois pas que la science-fiction ait jamais inventé un média, il ne faut pas me tromper, hein, mais ait jamais inventé un média, mais elle s'est adaptée à la presse pour la bande dessinée, aux livres avec des illustrations et des représentations très particulières, ou des matériaux comme les célèbres couvertures aluminium de la collection Ailleurs et Demain. Bon, elle a essayé de marquer sa différence. Hein, donc elle a plutôt exploité des médias existants qu'elle n'en a inventé. Maintenant, je peux me tromper. Il y a tout de même l'invention de la casquette à hélice, qui est très importante, par Faraday Nelson, qui est un ami d'enfance de Philippe Cadic, qui était lui-même auteur de science-fiction. Il a écrit notamment en 1963 une nouvelle, Les Fascinateurs, qui a donné lieu à un film de John Carpenter. Et la casquette à hélice me semble être un élément très important de la notion de science-fiction populaire. Parce qu'en fait, Nelson a aussi inventé la geekerie. Et surtout, elle remonte, elle est dans la droite tradition du Luna Park qu'il y avait à Coney Island en 1909, et qui est le lieu où s'est fondé, s'est forgé même, l'imaginaire, me semble-t-il, je pense que Gérard dira non, me semble-t-il, où s'est forgé l'imaginaire science-fictif américain. En 1909, tous les habitants de New York avaient la possibilité, en prenant un ferryboat, d'aller sur la Lune via le biais d'une illusion en carton-pâte d'un vaisseau spatial en
en métal sur vérin qui s'élevaient et les amenaient sur la Lune. Et l'attraction avait deux buts, distraire bien sûr, mais aussi être didactique au point que il y avait une aristocratie, une société de sélénites qui étaient des acteurs payés et demeurant sur place toute l'année, vivant dans les décors, et qui expliquaient ce qu'était la vie sur la Lune, quelles étaient les lois scientifiques régnant sur l'astre mort, etc., etc. Et donc, dans le cas, dans la ligne droite qui relierait le Luna Park à la casquette à hélice, j'y vois l'invention non seulement d'un imaginaire populaire, mais d'une nécessité populaire, celle d'un peuple, littéralement, les États-Unis, qui, n'ayant pas de mythologie du passé, en rupture avec la mythologie européenne, vont se forger une mythologie du futur, la science-fiction, avec des héros du futur, valant pour ceux d'Europe, mais coupant avec eux, valant à la limite comme paradigme, mais coupant avec eux. Et cette histoire de la science-fiction populaire est aussi une histoire américaine, est aussi, me semble-t-il, toujours une histoire politique et sociale de la nécessité de forger un imaginaire commun parce qu'il y a hétérogénéité à l'origine du peuple américain, de se forger un imaginaire rassembleur. Donc en fait, la science-fiction américaine dans ses débuts, on voit par exemple, il y a des coïncidences étonnantes, Gernsback publie Modern Electrics, donc une revue de vulgarisation populaire de science, en 1909, année où est créé le Luna Park. En même temps, on sait ce que fera Hugo Gernsback plus tard, et très rapidement, maintenant, en 26, on lui donne d'ailleurs tout simplement la paternité de l'expression science-fiction. Bref, pour moi, la science-fiction comme littérature populaire, dans le cas des États-Unis, est une nécessité, au sens fort, une nécessité populaire, en tant qu'elle va créer un imaginaire collectif à un peuple ou une nation. Voilà. C'est pas un hasard peut-être si elle remplace un peu le western et dans le cinéma et puis les Edisonades, effectivement, ces petites brochures, les Edisonades, donc de Thomas Edison, où on voit notamment, il y a un titre, le son m'échappe, où il y a un robot, un homme de fer, qui arpente les plaines du Far West continuellement, ce qui est la transition. J'aimerais rebondir en biais sur le commentaire de Gérard Klein à propos de la science-fiction qui transforme ces médias. C'est que, alors là ce serait la position de l'écrivaine si vous voulez, c'est qu'il me semble aussi qu'elle est transformée en retour par ces nouveaux médias, et en particulier les médias bien sûr audiovisuels, puisque que ce soit les séries télévisées ou les films qui fonctionnent souvent sur les mêmes schémas narratifs ou sur le même genre de rythme au niveau du montage, il y a des modes de narration proprement télévisés, en particulier, c'est surtout ça qui m'a frappé ces dernières années, qui sont en train d'envahir, donc ça fait un moment déjà, ça fait au moins une dizaine ou une douzaine d'années qu'on voit le phénomène vraiment clairement dans les textes, qui sont en train d'envahir la narration littéraire, la façon de gérer le rythme, la façon de gérer les coupures des épisodes, les fondus enchaînés, enfin, ce genre de trucs-là, dans la mesure où beaucoup d'auteurs, en particulier, uniquement je pense en milieu anglo-saxon, beaucoup d'auteurs travaillent dans la... comment est-ce qu'on appelle ça les livres qui sont faits à partir des films, la novélisation, pour parler bien français, la novélisation des films ou des séries, et on leur demande, me disaient certains collègues, on leur demande d'essayer de respecter au maximum pour le lectorat le genre d'effet qu'on obtient à la télé. Il y en a d'autres, il y a certains auteurs qui s'en foutent éperdument et qui produisent des novélisations qui sont très intéressantes, mais souvent il y a cette espèce de formatisation du texte à partir des formats télévisés ou du cinéma. Et c'est un petit peu déprimant. Non, je voulais juste dire que c'est un peu la question, c'est l'arbre qui cache la forêt, j'ai l'impression. Le fait qu'il y ait des nouveaux supports,
c'est quand même un euphémisme là pour dire que plus personne ne lit de la SF, quoi. Clairement, c'est plus populaire. Non, mais c'est vrai, la littérature de science-fiction n'est plus une littérature populaire. Gérard, vous pouvez me contredire. Oui, là-dessus, j'ai beaucoup de bémols à faire. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, à ma connaissance, alors, puisque restons dans le domaine de la télévision, à ma connaissance, l'histoire de Star Trek est, dans le domaine de la télévision, le seul cas où la compagnie de télévision qui diffusait Star Trek ayant décidé d'arrêter, le groupe des fans s'est révélé suffisamment puissant pour obliger la compagnie à relancer Star Trek. Alors il y a peut-être d'autres exemples. Dans la littérature, on en trouve de nombreux. C'est les lecteurs de Sherlock Holmes exigeant de l'auteur continu. C'est pour Maurice Leblanc les lecteurs, ou en tout cas l'éditeur d'Arsène Lupin exigeant que l'auteur remette ça. Mais dans le domaine de la télévision, je connais que ces exemples, ce qui ne veut pas dire que c'est le seul, mais enfin ça a été un exemple historique. Donc il y a bien un groupe qui s'est constitué. Alors parler, comme fait mon voisin, d'une espèce d'évaporation, non, je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense que bien que ce public se soit beaucoup étendu à travers de toutes sortes de médias, enfin il reste chaque fois assez identifiable. Il suffit d'ailleurs de parler à un producteur ou un distributeur de télévision en France de science-fiction pour qu'immédiatement on soit obligé de le ranimer. Je voudrais quand même alors, carrément m'inscrire et rebondir en faux. Lorsque je suis arrivée à Montréal au temps préhistorique, dans les années 70, il y avait une grande librairie où il y avait un rayon de science-fiction absolument hallucinant. J'ai failli exploser parce que Oui. ça tenait un mur entier, genre là, tout ça. Maintenant, il y a 2 étagères. Alors, Gérard ne me dit pas qu'il y a encore un lectorat de science-fiction. C'est pas vrai. En plus, il y a les chiffres de vente d'ailleurs. Je dirais la même chose. Dans la FNAC, les quelques FNAC qui existaient ont vendu, à une certaine époque, chez 80% d'ailleurs et demain. Il y avait un mur gigantesque à la FNAC Montparnasse, qui s'est considérablement, proportionnellement à l'extension de l'espace, qui s'est considérablement réduit. Alors j'ai l'impression que je dis la même chose que toi, Elisabeth. Donc on est d'accord. Non, il y a un lectorat de science-fiction. Non, il est identifiable. Ce que j'ai dit, voilà, il est réduit. Ce que disait mon voisin, excuse-moi, Laurent, ce que disait mon voisin, c'est que tout ça c'était tellement diffusé que c'était populaire au sens plus général. Alors ce que je disais moi, c'est qu'il était précis, identifiable, même si au travers des différents... Il lit plus de la littérature de science-fiction. Non, mais, oui, mais l'identification, on la trouve également. Alors là, on dispose d'études de marché parce qu'ils ont les moyens. On la trouve également pour le cinéma, pour la télévision, enfin pour les différents médias et pour les jeux. Donc c'est des publics assez précisément identifiables. Qu'il y ait une diffusion, c'est certain, mais l'identification est possible. Et quand on parle, encore une fois, à un distributeur de télévision en France de science-fiction et surtout d'en produire, je vous dis, ils tombent faibles immédiatement, il faut appeler le cardiologue, enfin ils ne veulent pas entendre parler parce qu'ils considèrent, pas sans raison tout à fait, qu'il n'y a pas le public identifiable pour ça, c'est tout. Ils préfèrent, comment ça s'appelle, là, les voisins, ou vous cassez tout ça. Quand on va dans les librairies anglo-saxonnes, le mur est encore là. Mais sauf que c'est un mur science-fiction fantasy. Et quand on regarde dans le détail, on voit que la fantasy occupe vraiment une grande partie du mur aussi. Pour revenir au nouveau support médiatique, je suis toujours quand même étonnée qu'il y ait pas plus de liens, parce que si on dit, ah oui, bon, ça montre peut-être aussi que c'est des publics différents, parce que on n'a pas... il y a toute une bande de
dans le domaine francophone, mais même dans le domaine anglophone, il y a toute une bande d'imaginaire, de science-fiction, mais on ne les voit pas passer au cinéma, par exemple. On les voit... Bon, on raconte toujours l'histoire de ces auteurs de science-fiction-là à qui on a demandé de contribuer à des jeux vidéo, mais on ne voit pas tellement le lien entre les œuvres et les jeux vidéo même. On utilise peut-être les ressources des auteurs, mais on n'utilise certainement pas les imaginaires existants. C'est quand même assez étonnant tout ça. C'est peut-être parce qu'on parle de deux... C'est peut-être qu'on parle vraiment de deux genres différents. On a beau parler de science-fiction au cinéma, peut-être qu'on ne parle pas de la même chose quand on parle de littérature de science-fiction. Ce n'est peut-être pas si transposable que ça. Il faut voir aussi des fans de science-fiction toujours râler quand ils voient des films en disant « Ah, mais tout se perd, c'est que... » C'est ça. C'est peut-être parce qu'on... C'est tellement pas le même langage qu'il faudrait presque parler de genres différents. Et puis, il y a toujours aussi, évidemment, ça a été évoqué aussi, pour avoir essayé jadis, il m'a découragé d'aborder des producteurs avec des séries de science-fiction, il faut voir leur mine consternée, qui nous disent « Ah oui, le projet est excellent, mais ça va coûter trop cher. » C'est une façon pas de dire « Dégage. » Alors que, bon, évidemment, on peut tous aussi, peut-être en tant que fan de science-fiction, on n'aime pas non plus les mêmes œuvres que celles qui font un gros succès au box-office, mais on peut tout le monde nommer aussi de grands films de science-fiction qui, manifestement, n'étaient pas fondés sur d'énormes budgets, mais qui étaient fondés sur un scénario, mais c'est peut-être pas les plus populaires non plus, ceux qui rapportent de meilleures recettes. Alors, peut-être qu'on parle de deux langages différents et que c'est trop étranger pour penser qu'il puisse y avoir une circulation naturelle. C'est deux publics. Je dirais que c'est deux publics différents. C'est là qu'il faut faire J'aurais tendance intervenir à dire que c'est deux publics différents. Il faut faire intervenir le mot sci-fi. Le mot sci-fi qui peut servir pour différencier de la science-fiction avec des idées peut-être ou avec des novations et la sci-fi qui reprend la quincaillerie SF sans apporter quoi que ce soit. Oui, mais enfin, il y a une continuité. Enfin, je déteste la sci-fi, et je l'avoue, je prends des risques, mais il y a une continuité, tout ça est diffus. Mais enfin, il y a tout un cinéma qui est très élaboré et très sophistiqué. Je pense par exemple à l'Inception de Nolan, qui est inimaginable sans l'influence directe de Philippe K. Dick. Enfin, ce Truman Show, c'est directement dérivé de toute une littérature de science-fiction, en particulier dans la dernière préface que j'ai consacrée aux conséquences de l'œuvre de Philippe K. Dick. Je cite 15 films qui sont directement dérivés de l'œuvre de Dick, pour l'essentiel, à l'exception d'un ou deux, de son œuvre de science-fiction proprement dite. Et puis je cite aussi toute une liste de réalisateurs comme Nolan, qui, sans avoir fait directement des adaptations de Dick, ont été manifestement inspirés par son univers et par l'univers d'autres. Ce sont des films qui ont à la fois eu des grands succès, et qui relevaient directement de l'imaginaire de la science-fiction. Donc je ne crois pas qu'il y ait des clivages très précis. Par contre, là où je verrais un clivage très puissant, c'est à propos de la guerre des étoiles. Et là, j'espère que je viens de lancer un combat sauvage. Pour moi, la guerre des étoiles, c'est très mauvais d'une part, c'est joli à regarder, c'est très mauvais d'une part, et c'est pas du tout de la science-fiction. C'est de l'horrible fantaisie avec des oripeaux de science-fiction. La preuve, ça se passe dans le passé. Ça se passe dans le passé, la guerre des étoiles. Oui, mais ça, la fin d'Ila aussi. La fin d'Ila, José Moselli, enfin c'est un roman, c'est supposé se passer dans un passé trop lointain. C'est le fonctionnement même, c'est la structure même de l'œuvre qui est radicalement différente et qui l'exclut de ce paradis que représente, paradis parfois difficile, que représente la science-fiction. Il me semble que justement, tiens, allons-y sur Star Wars, enfin un petit peu, histoire de vous réveiller. Il me semble que c'est justement un de ces cas où le médium, le cinéma, a influencé beaucoup la littérature. Il y a un avant et un après Star Wars dans la littérature de science-fiction. Si on en juge, simplement au niveau, encore une fois, là ça va être la directrice littéraire qui parle, les textes que j'ai vus arriver, moi, après, c'était 78 77. 77. Les textes que j'ai vus arriver
dans la revue, le fanzine auquel je travaillais à l'époque, après 77, n'étaient plus les mêmes que ceux qu'il y avait avant. On commençait à voir arriver des types d'histoires comme Star Wars. Et chaque fois qu'il y a un film qui paraît, chaque fois qu'il y a une série télé qui se lance, on a, dans l'année ou les 2 années qui suivent, on a les jeunes auditeurs, spectateurs, etc., qui commencent à écrire. Et on commence toujours à écrire avec ce qu'on a vu, ce qu'on a lu. Hein, on se débarrasse des parasites. Et bien, les parasites qu'il y a maintenant, ce sont bien plus souvent les films, et ça marche aussi pour le fantastique d'ailleurs, ce sont bien plus souvent les films et les séries télé maintenant que des livres. Ce n'est pas ce qu'ils ont lu qu'ils vont imiter, c'est ce qu'ils ont vu. Et ça pose justement, du point de vue de l'écriture, ça pose des problèmes spécifiques. Juste une petite chose concernant la guerre des étoiles qui risque de peiner. J'aime pas la guerre des étoiles, mais l'origine. En 1953, la Warner Bros. Décide d'adapter au cinéma et en relief le premier roman de La Légion de l'Espace de Jack Williamson. On a le synopsis, il est parti aux archives de la Warner, de mémoire, hein, parce que j'improvise, ça donne la chose suivante. Des légionnaires, il y avait Tyrone Power qui était prévu dans le casting, des légionnaires doivent protéger une princesse qui a en elle la force AK. Ils arrivent sur une énorme base avec des araignées, ils piquent un vaisseau, se tirent, et le cousin du héros fait partie des méchants. On le découvre, c'est un légionnaire, donc, qui faisait partie d'un ordre remarquable, mais qui est tombé du côté, je ne vais pas dire sombre, voilà. Bon, ça c'est le synopsis de 53 de La Légion de l'Espace. On va rire, il était prévu, pour se protéger, on est en plein macartisme, que Ronald Reagan joue le méchant cousin. Bon. En 67, il y a un jeune étudiant en cinéma qui gagne une bourse de la Warner, conséquente. Il est payé $100 par semaine pour lire et trier les archives de la Warner. Et ce jeune étudiant s'appelle George Lucas. Tu vas avoir un procès au cul. Et c'est lui qui fait THX, qui est un film remarquable. Oui, sur lequel il a demandé notamment à Jean-Marc L'Officier de